Alors, je vous remercie tous d'être présents pour cet atelier, donc pour le second atelier environnement et société, donc organisé par le projet collaboratif environnement et société de l'École d'économie de Paris. Donc, avec Catherine, on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir une intervention sur l'eau. On est énormément d'économistes à utiliser l'eau dans nos travaux ou des mesures liées à l'eau, que ce soit les pluies, que ce soit parce que certains travaillent sur les inondations. Mais on a remarqué qu'il y avait énormément d'économistes qui, bien qu'utilisateurs d'informations sur l'eau, finalement avaient une approche relativement empirique et autodidacte de la chose et qu'il était bienvenu d'avoir un regard expert sur l'eau. Et donc, on a demandé à Vincent Allais, qui est professeur à l'Université de Namur, qui est géologue et hydrogéologue, de venir nous parler à la fois de la question de la quantité d'eau disponible et de sa qualité. Alors, Vincent Allais a d'abord travaillé a fait une thèse de doctorat à l'Université de Liège. Il a d'abord travaillé là-bas comme chercheur. Il a aussi été consultant pour les Nations Unies, ce qui l'a amené à passer du temps dans différents pays, que ce soit en Afrique subsaharienne, dans les îles du Pacifique. Et évidemment, basé en Belgique, Vincent Allais travaillait aussi énormément sur les questions d'eau en région wallonne et principalement en milieu karstique. Mais j'imagine que Vincent nous dira plus de choses dans les minutes et les heures qui viennent. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose d'important, mais n'hésitez pas à le dire. Alors, en termes de fonctionnement quand même, n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre, à poser des questions dans le chat, auquel cas Catherine et moi, on les relaiera. L'exposé est en français, mais les slides sont en anglais. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais si vous préférez. Et voilà, je pense que Vincent, l'écran est à vous, je vais dire. Voilà, merci François. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran, que vous m'entendez bien et que vous voyez également mon petit pointeur. Donc, ça, ce sont les petits détails techniques. Apparemment, tout est en ordre. Donc, le titre de la conférence, comme vous le constatez, c'est vous parler un petit peu des ressources en eau d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Alors, l'ordre est bien spécifique parce que, en tout cas personnellement, au cours de ma carrière, j'ai toujours abordé la problématique de l'eau d'abord avec un point de vue, une approche quantitative, parce que finalement, c'est ce dont on va disposer. Et puis, en second lieu, c'est pas pour ça que c'est moins important, mais je vais aussi aborder, donc, j'aborde l'aspect plutôt qualitatif. Donc, ça va faire partie donc, des deux thématiques de mes présentations. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche quantitative et jeudi, je vous parlerai de l'approche donc qualitative. Alors, quand on aborde la problématique de l'eau, euh, voilà, la problématique de l'eau, la première question, c'est quelle est sa disponibilité? Alors, la disponibilité, il y a plusieurs sous-questions. C'est où est-ce qu'elle se trouve? À quel moment est-ce que je peux en disposer? Et dans quelle quantité? Donc, ça, c'est en lien avec l'aspect quantité. Je vais ensuite poser une deuxième série de questions quant à la qualité de cette eau. Et enfin, mais là c'est un aspect technique que je n'aborderai pas, hein, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher cette eau, évidemment à quel prix, et enfin comment est-ce que je vais protéger cette eau à partir du moment où j'ai réalisé un captage. Alors, première question, où se situe l'eau? Là, je pense que ce sont des généralités et que je ne vais rien vous apprendre, mais je pense que c'est peut-être important de les rappeler. Donc, la surface de notre petite planète, c'est 29% de continents, 71% d'océans. Et donc, quand on regarde la répartition en eau, schéma tout à fait classique, vous savez que 97% des eaux sont sous forme d'eau océanique et on a seulement 3% donc d'eau douce. En tant qu'individus qui vivons sur des continents, il est évident que nous sommes uniquement intéressés par l'eau douce. Et si on regarde la répartition de l'eau douce, de nouveau, schéma assez habituel, vous savez que 77% de ces eaux douces vont se retrouver sous forme de glace, principalement stockées dans les grands inland seas du Groenland et de l'Antarctique.
Ce sont ces eaux douces, ces grands glaciers qui aujourd'hui fondent et vont être responsables dans le cadre du changement climatique, du rehaussement du niveau des océans. Mais c'est un processus géologique tout à fait cyclique qu'on observe de manière assez récurrente au cours des temps géologiques. Donc, ces grands inlandsis, évidemment, sont des eaux douces, mais qui sont relativement peu disponibles pour nous en tant qu'Homo sapiens. Et la plus grande quantité, le deuxième réservoir d'eau douce, c'est évidemment dans les eaux souterraines. Vous voyez que 22% de l'eau douce est stockée au niveau des eaux souterraines. Les eaux de surface, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont relativement présentes en faible quantité puisqu'on a seulement 1,5% d'eau douce stockée au niveau donc des eaux de surface. Donc vous comprenez bien que puisque le réservoir principal qui est à la disposition des populations habituelles se situe dans le sous-sol, en tant qu'hydrogéologue, je vais évidemment m'intéresser à ce domaine et ça va d'ailleurs fortement influencer, vous allez le voir, mon exposé. Alors, quels sont ces réservoirs? Il y a plusieurs possibilités. Vous avez ici donc des dépôts de sable. Donc, le sable, c'est une roche meuble. Et évidemment, entre les grains de ces sables, vous avez un espace vide qui peut être saturé en eau. Je prends souvent l'exemple, prenez un seau, vous remplissez votre seau d'une quantité de billes, et puis une fois que le seau est rempli de billes, vous pouvez encore verser plus ou moins 4 litres dans votre seau de 10 litres, ce qui veut dire que vous avez une porosité à peu près de 40%. Dans le sable, entre les grains de sable, dans certaines conditions, vous pouvez avoir jusqu'à 35% de porosité. Donc ça, c'est le premier matériau qui va stocker, évidemment, de l'eau souterraine. Deuxième possibilité, là, on rentre dans des matériaux plus cohérents, avec par exemple la craie. Sachez que la craie est aussi un matériau poreux dans lequel on peut stocker à peu près donc, la porosité de l'ordre de 10%. On a d'autres matériaux ici comme les calcaires. Les calcaires sont réputés comme étant d'excellents aquifères. Et quand vous regardez la diapositive, vous voyez ici une partie bleu foncé. C'est une roche qui est totalement cohérente, très peu poreuses, très peu perméables, mais ces roches cohérentes ont été complètement, au cours des temps géologiques, fissurées par les activités liées à la tectonique des plaques. Et autour de ces fissures, vous voyez que l'eau qui circule a altéré la roche, générant des cavités dans lesquelles l'eau souterraine va pouvoir être stockée et des fractures dans lesquelles l'eau souterraine va pouvoir circuler. Donc là, on est dans les caractéristiques de ce qu'on appelle un aquifère. Il faut que la roche soit poreuse pour stocker de l'eau et qu'elle soit donc perméable pour permettre à cette eau de circuler et de la récupérer donc de manière naturelle via une source ou artificielle via un forage. Donc voilà, on constate, premier constat, donc les eaux souterraines sont le principal réservoir d'eau douce au niveau des continents. Deuxième question qu'on va se poser, c'est à quel moment est-ce que ces eaux sont disponibles et dans quelle quantité? Alors de nouveau, je ne vais sans doute rien vous apprendre. On va évidemment partir du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est bien connu. On apprend ça dès sa plus jeune enfance. On a le niveau océanique. Avec le soleil, l'énergie du soleil, j'ai de l'évaporation. J'ai donc des masses de vapeur qui vont se créer au niveau des océans. Les vents dominants dans nos régions, c'est principalement du sud-ouest vers le nord-est, vont pousser ces masses humides vers le continent, où avec l'augmentation d'altitude, elles vont se refroidir. Et donc, ces masses d'air humides vont l'humidité, l'eau va retomber sous forme de précipitation, soit sous forme d'eau, soit sous forme neigeuse. Ça, c'est les précipitations. On va généralement considérer que les précipitations sont la seule possibilité d'avoir donc de l'eau qui est amenée au niveau d'une région. Alors cette eau qui précipite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut s'évaporer au niveau des lacs et des rivières, mais si vous regardez n'importe quelle photo Google, vous vous rendez compte que la superficie des masses d'eau de surface sont extrêmement limitées par rapport à l'entièreté d'un continent. Donc souvent, on peut parler d'évaporation. Une très grande quantité d'eau va plutôt repartir vers l'atmosphère via ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ensuite, une certaine quantité d'eau peut ruisseler, alimenter les cours d'eau,
une certaine quantité d'eau va s'infiltrer et alimenter les nappes d'eau souterraines. Donc ça, je dirais, ce sont les principaux donc, processus du cycle de l'eau. On peut rajouter d'autres processus anthropiques, notamment par la présence de captage. Mais ce qui est important à partir du moment où on veut évaluer la ressource, c'est bien évidemment de quantifier tous ces paramètres-là. Et c'est un petit peu l'objet donc de ma présentation. Comment va-t-on quantifier ces différents paramètres? Alors, le bilan, comment est-ce qu'on va quantifier? D'abord, pourquoi est-ce qu'on doit quantifier? Simplement parce que quand je consomme, entre guillemets, de l'eau, je m'exprime évidemment en mètres cubes. En tant que citoyen, je vais consommer à peu près 125 mètres cubes d'eau par an. Donc, vous voyez que j'ai un volume, mais également un volume par unité de surface. Alors, à partir du moment, pas par unité de temps, pardon. Alors, à quelle échelle est-ce que je travaille? Je viens de le dire, je peux travailler à l'échelle de ma maison. Je peux aussi travailler, si je pense à un cultivateur qui va faire de l'irrigation à l'échelle d'une parcelle agricole. De plus en plus, on va travailler bien évidemment à l'échelle internationale à partir de la notion de bassin versant. Je peux travailler à l'échelle d'un pays, je peux travailler même à l'échelle d'un continent. Donc ça, c'est la consommation d'eau par rapport à une surface. Et je peux également regarder par rapport à l'échelle de temps, quelle est la disponibilité en eau. Je peux travailler, pourquoi pas, à l'échelle du siècle, à l'échelle d'une décennie, à l'échelle de l'année. On va voir qu'on peut également travailler à l'échelle d'une saison, à l'échelle mensuelle, à l'échelle hebdomadaire ou à l'échelle journalière. Et même certains hydrologues vont travailler à l'échelle de l'heure, notamment lorsqu'on essaye évidemment de faire des prédictions par rapport aux crues. Donc, cette notion d'espace, cette notion de temps est extrêmement importante. Je dirais en tant qu'hydrogéologue, on peut se permettre des pas de temps à l'échelle du mois, mais on va toujours aborder cette problématique à l'échelle de la journée. On va préalablement regarder quelles sont les précipitations à l'échelle journalière, parce que c'est elles qui vont nous donner le pas de temps à partir duquel on doit travailler. Alors évidemment, à partir du moment où j'ai défini ces deux premiers, contextualiser mon étude, je vais aussi me poser la question, mais on en parlera dans la deuxième partie de l'exposé, qu'est-ce que je vais faire avec cette eau? Parce qu'évidemment, derrière l'utilisation, il y a bien évidemment un élément important, c'est la qualité de l'eau. Est-ce que je vais utiliser cette eau pour alimenter des populations? Quelle est la taille de la population que je dois alimenter? C'est un petit village africain perdu en plein milieu de la savane, ou c'est un grand centre urbain avec des populations de plusieurs centaines ou même milliers d'habitants. Est-ce que je dois alimenter l'industrie? Est-ce que j'utilise cette eau dans un but agronomique, notamment au niveau de l'irrigation? Donc là, on a vraiment un aspect qualité important. Alors, quelles sont les unités qu'on va utiliser? Je consomme évidemment des mètres cubes. Ces mètres cubes, je vais les consommer sur un espace de temps, mais le plus souvent, l'hydrologue et l'hydrogéologue vont travailler évidemment par volume, par unité de temps et par unité de surface. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je fais ce genre d'études, je vais travailler à différentes échelles. Je prends l'exemple du bassin versant donc de la Meuse. Je peux très bien faire calculer les ressources en eau de ce bassin versant. Je vais établir une station de jaugeage ici au niveau des Pays-Bas et je vais mesurer le débit, par exemple, si je travaille à l'échelle annuelle, la quantité d'eau qui transite dans ma station de jaugeage. Donc, évidemment, je vais avoir des débits extrêmement importants. Je peux très bien travailler à une toute autre échelle, à la limite d'un tout petit bassin ou un sous-bassin du bassin versant de la Meuse. Vous voyez, de la Meuse, 36 000 km². Si je prends le petit bassin qu'on me demande d'étudier parce que j'ai une société d'eau qui a établi son captage et qui voudrait bien savoir quelles sont les quantités optimales qu'elle peut utiliser, je fais ma petite étude sur un bassin de 30 km². Donc, vous voyez que les volumes seront complètement différents. Et donc, pour essayer de faire des comparaisons, je vais simplement ramener ces volumes exprimés en mètres cubes, sous-entendu par unité de temps, par la surface du bassin versant que j'étudie. J'obtiens donc des mètres,
je ne vais pas parler en mètres. Pourquoi? Ben parce que souvent, on est en dessous du mètre. Hein. Par exemple, j'ai 25 millimètres. Ben c'est plus facile de parler de 25 millimètres que de parler de 0,025 mètres. Donc, on s'exprime en millimètres. Et derrière cette notion de mètre, de millimètre, pardon, on a un volume. Donc, 1 millimètre est égal à 1 litre, sous-entendu par mètre carré et même sous-entendu par unité de temps que je vais fixer. Comme je l'ai dit, je peux travailler à l'échelle annuelle, je peux travailler à l'échelle du mois, à l'échelle hebdomadaire, à l'échelle journalière et même à l'échelle donc de l'horaire. Alors, revenons sur ce cycle de l'eau et la donc, caractérisation des paramètres. Donc, je vais partir évidemment sur une équation qui est relativement simple avec les précipitations. Les précipitations, forcément, c'est la quantité d'eau qui est déversée sur mon bassin versant. Donc, c'est ce que je vais définir comme étant l'input. Il y a évidemment toute une série de sorties. Quelles sont les différentes sorties? C'est ce que j'appelle ici l'évapotranspiration réelle de la végétation, dans lequel j'inclus l'évaporation au niveau des cours d'eau. J'ai la quantité d'eau qui est évacuée par la rivière et éventuellement, de manière anthropique, je peux avoir des captages qui viennent prendre de l'eau dans mon bassin versant et exporter cette eau vers des bassins versants voisins. Donc, vous voyez que ces trois paramètres sont des paramètres de sortie d'eau. Donc, évidemment, je vais devoir les calculer. Ensuite, je vais également devoir tenir compte de deux réservoirs. Et vous allez voir que dans mon raisonnement, les deux réservoirs sont les suivants. Le premier réservoir, c'est ce que j'appelle la RFU. La RFU, c'est la réserve facilement utilisable. C'est un réservoir que je vais positionner vraiment dans la partie superficielle du sol. Je vais supposer que ce réservoir a à peu près 1 mètre de profondeur et ce réservoir peut stocker une certaine quantité d'eau qui va notamment être disponible pour les plantes lorsque je vais me trouver en condition de sécheresse. Ce réservoir étant sollicité par le système racinaire des plantes, en fonction du moment où je commence mon bilan et où je termine mon bilan, peut évidemment montrer des variations dont je vais devoir tenir compte au niveau de mon bilan. Autre possibilité, c'est les variations au niveau de mes nappes d'eau souterraines. On va voir que dans nos régions, elles sont rechargées en hiver et elles se vidanchent en été. Donc, selon le moment où je commence l'étude de mon bilan et que je le termine, je peux très bien avoir une période durant laquelle mon réservoir s'est vidé ou mon réservoir s'est rempli. Donc, je vais devoir tenir compte donc de ces variations de réserve à l'intérieur de ces deux réservoirs. Et enfin, il peut arriver que, en ayant bien quantifié ces différents paramètres, je trouve une réponse, enfin un non-équilibre entre les deux équations, entre les deux termes de l'équation. Et je dois à ce moment-là introduire une valeur donc de terme de fermeture, deux possibilités, je vous l'expliquerai. Soit ce terme de fermeture est supérieur à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que souvent, on considère que la rivière n'a pas évacué suffisamment d'eau. Donc, on va dire que j'ai un déficit d'écoulement. Donc, dans mon bassin versant, j'ai une eau qui a disparu quelque part. Elle n'a pas été évacuée par la rivière. Et donc, si on suppose que les autres paramètres ont été estimés correctement, on appelle ça un déficit d'écoulement. Si je dois ici ajouter un terme négatif, souvent ça veut dire qu'on a un excès d'écoulement, que la rivière a évacué trop d'eau par rapport à la superficie du bassin versant que je considère. Je vous donnerai deux exemples, je vais revenir sur chacun de ces termes en détail. Alors, revenons donc en détail sur chacun des points. Commençons par les précipitations. Les précipitations, je dirais, c'est le paramètre peut-être extrêmement facile à mesurer. Il suffit d'avoir simplement un récipient, donc je connais la surface. Je mesure avec un pas de temps régulier, mettons journalier, le volume d'eau qui est tombé, qui est passé à travers cette surface. Je fais le simple petit calcul. Le volume recueilli par la surface de collecte me donne bien des litres par mètre carré.
Donc, ça me donne, ces litres, je les transforme en mètres cubes, ça me donne bien une valeur de millimètres. Donc, ça, n'importe qui peut construire son petit pluviomètre s'il le désire. Actuellement, on a quand même des appareils un peu plus sophistiqués, notamment ces pluviomètres à auget basculeur. Donc, vous voyez, le principe est identiquement le même. Vous avez une surface, les eaux sont collectées dans un entonnoir et les eaux vont tomber ici sur ces petits augets. Quand l'auget ici va être rempli d'eau, il va basculer. C'est l'autre côté qui va commencer à se remplir d'eau. Donc, quand il bascule, il se vide. L'autre se remplit et vous voyez que l'auget passe d'un côté à l'autre d'un petit détecteur ici qui va calculer le nombre de passages, le nombre de basculements par unité de temps. Donc, souvent, on va le programmer à 1 heure. Le volume de l'auget, c'est un demi-millimètre. Et donc, si j'ai, par exemple, 10 basculements, je vais savoir qu'en 1 heure, j'ai eu 5 millimètres de précipitation. Souvent, ces pluviographes sont également équipés d'un petit détecteur de température. Donc, grâce à ces appareils, je vais déjà avoir 2 paramètres essentiels au niveau du calcul de mon bilan, les précipitations, c'est quand même important, c'est le terme de gauche, c'est les inputs, et la température. Une fois que j'ai ces appareils-là, je les installe dans la région que j'étudie avec un petit système de transmission automatique maintenant, et de mon bureau, je peux aller régulièrement relever les données. Donc, principe très simple, précipitation, c'est un volume divisé par une section, j'ai donc des millimètres que j'intègre sur une journée, sur une semaine, sur un mois ou sur une année. Alors, on va dire, rien de plus facile que les précipitations. Le gros problème au niveau des précipitations, c'est l'hétérogénéité spatiale. Voilà une carte de la France. Vous voyez que sur 750 km, je peux passer avec des zones à précipitation de l'ordre de 700 mm jusqu'à 1800 mm. Donc, vous voyez, ce sont bien des précipitations annuelles donc, qui sont indiquées sur cette carte, ce qui veut quand même dire que j'ai une hétérogénéité spatiale de 1,3 mm par kilomètre. OK. Si je regarde, puisque je travaille assez bien en Wallonie, voilà ici la ville de Liège. Si je me dirige au niveau du plateau des Fagnes, donc ce qu'on appelle chez nous l'Ardenne, vous voyez, ici je suis à peu près à 600, 700 mètres d'altitude. Liège, c'est à environ une soixantaine de mètres d'altitude. Sur une distance d'à peu près 40 km, on passe de 800 à pratiquement 1400 millimètres d'eau de précipitation, donc 1400 litres par mètre carré par an, ce qui fait une hétérogénéité déjà un peu plus importante qu'en France. On est à 1,7 mm par kilomètre. Alors évidemment, il y a d'autres régions du globe où c'est encore plus complexe. Je prends ici l'exemple d'îles en plein milieu du Pacifique. Ce sont des îles volcaniques, notamment les îles Fidji. On a une forte hétérogénéité topographique parce que le sommet de ces îles peuvent atteindre jusqu'à 2000-2500 mètres d'altitude. Vous avez ici la flèche rouge qui vous montre la direction des vents dominants et ce n'est donc pas étonnant que du côté qu'on appelle au vent, les précipitations soient beaucoup plus importantes que de l'autre côté de la chaîne de montagne où on a des précipitations beaucoup plus faibles. Vous voyez ici, on est au-delà de 3200. De l'autre côté, on est dans des valeurs inférieures à 1200. Si je prends de manière encore plus spécifique cette petite île qu'on appelle l'île de Taveuni, voilà ce que ça donne avec une photo Google. Vous voyez que l'île fait à peu près 50 km de large. Du côté qui est localisé au vent, on a jusqu'à 5780 mm. De l'autre côté, on descend à la moitié des précipitations, on est à 2400. Donc là, ça devient peut-être un peu plus compliqué au niveau de l'hétérogénéité spatiale parce qu'on est à 67 mm par kilomètre. Alors, comment est-ce qu'on va tenir compte, à quoi est dû ce processus? C'est simplement le simple processus d'effet orographique. Avec l'altitude, vous voyez ici une photo qui est prise d'avion, vous voyez la masse nuageuse qui se colle ici à ces deux volcans. Les deux flèches rouges indiquent la direction des vents dominants et vous voyez qu'effectivement, la masse nuageuse s'accumule et donc ça laisse supposer de plus fortes précipitations.
du côté qui est situé au vent par rapport au côté qui est situé sous le vent. Voilà ce que ça donne dans les petits schémas classiques qu'on retrouve sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'effet orographique, qui est le principal effet qui explique cette hétérogénéité spatiale. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort au niveau de l'hydrogéologie? Il y a plusieurs méthodologies. Et sachez qu'une méthodologie qui est assez ancienne, qui je pense a été mise au point dans les années 50, c'est ce qu'on appelle les polygones de Thiessen. C'est quoi le principe des polygones de Thiessen? Dans une région, voilà ici un petit bassin versant qui est un affluent de la Meuse dans la région namuroise, ce qu'on appelle le bassin du Boc. Il y a toute une série de stations qui sont réparties donc, dans la région et on va générer des polygones à partir d'un processus de triangulation. Donc, je relie les différentes stations entre elles. À partir de cette triangulation, je dessine des polygones. Vous avez compris que la surface, je vais pondérer les précipitations totales du bassin par rapport donc aux précipitations mesurées au niveau de chaque station et la surface du bassin versant qui est comprise donc dans le polygone au centre duquel je trouve la station. Et donc, à partir de cette méthode, je peux donc commencer à avoir des valeurs relativement fiables par rapport aux valeurs de précipitation, donc qui, je le rappelle, valeur essentielle puisque c'est considéré comme étant la seule input en principe au niveau de mon bassin versant. Cette méthodologie, même ancienne, est quand même toujours fortement d'actualité. Sachez que les systèmes de SIG ont développé la mise en place automatique de ces polygones de Thiessen. Je peux faire utiliser d'autres manières donc d'extrapolation spatiale au niveau des précipitations. Alors, si je regarde ce qui se passe au niveau de la Belgique, j'ai pris une station de référence, vous voyez ici, localisée au centre de la Wallonie à Andenne. Voilà, je travaille en tant qu'hydrogéologue, j'ai décidé de travailler à l'échelle d'un pas de temps mensuel. Et vous voyez les précipitations mensuelles de janvier à décembre. En Belgique et dans le nord de la France, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'hétérogénéité saisonnière. Je tourne autour d'une valeur de 70 mm par mois, c'est-à-dire 70 litres donc, par mois et par mètre carré de précipitation. Donc, voilà pour les précipitations. Deuxième paramètre, c'est évidemment l'évaporation et l'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration, il suffit parfois d'observer un paysage pour se rendre compte qu'elle est effectivement bien efficace. Vous voyez ici la vapeur d'eau qui repart vers l'atmosphère. Donc, c'est une première sortie de cette eau qui a précipité la nuit précédente. Donc, je vais perdre de l'eau, évidemment. Perte en tant qu'homo sapiens. La végétation, évidemment, va utiliser cette eau. Et donc, je vais calculer l'évapotranspiration, donc je vais appeler l'évapotranspiration réelle. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Il y a de nouveau deux possibilités. Première possibilité, c'est la méthode expérimentale. Donc là, c'est ce qu'on appelle les lysimètres. Les lysimètres, c'est des petites stations qui sont construites. Vous voyez ici, on a évidemment besoin de calculer les précipitations. On va enterrer ici un réservoir sur lequel on va cultiver une culture, une plante de référence. Je peux mettre du maïs, je peux mettre du blé, je peux mettre de l'herbe. On mesure les précipitations. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer l'excès d'eau. Donc, je vais avoir tout ce qui ne sera pas évapotranspiré par la végétation, va bien évidemment s'infiltrer. Le réservoir étant étanche, je vais recueillir les quantités d'eau dans un bassin et je vais tout simplement appliquer la formule. L'évapotranspiration réelle, ce sont les précipitations moins le débit recueilli. Alors, le problème de ces sites expérimentaux appelés lysimètres, d'abord, ça coûte relativement cher en termes d'installation. Ça demande quand même une maintenance qui est quand même assez difficile et ils sont exceptionnels. Je pense qu'en Wallonie, on en a 3 qui sont répartis au niveau des différentes universités qui sont utilisées par les bio-ingénieurs. Vous vous rendez compte que 3 stations, l'hétérogénéité des précipitations est très importante. Il faut quand même supposer que l'hétérogénéité de l'évapotranspiration l'est également. Donc, généralement, on n'utilise pas, je dirais, ces sites expérimentaux sont
utilisées pour calibrer des formules, et c'est plutôt des formules que nous allons utiliser pour calculer l'évaporation. Alors, dans les formules, si on réfléchit, on se rend compte que le premier paramètre qui va influencer l'évaporation, c'est bien évidemment la température. Il y en a d'autres, c'est bien évidemment la vitesse du vent, l'humidité relative, l'insolation, la couverture végétale également peut intervenir. Alors, quelles sont les formules qui sont utilisées? En fait, il y a deux grandes formules qui sont aujourd'hui utilisées, je dirais, dans le domaine de l'hydrogéologie. Première formule, c'est ce qu'on appelle la formule de Thornthwaite. Alors, la formule de Thornthwaite est une formule qui est assez mal vue par les scientifiques parce que c'est une formule empirique. Donc, c'est un bio-ingénieur qui, de nouveau, dans les années 1950, a fait énormément d'études, de corrélations entre des valeurs pratiques mesurées et une formule qui ne tient compte que de la température moyenne mensuelle de la région dans laquelle il travaille. Donc, vous voyez que ça n'a absolument rien, vraiment, ça ne tient pas compte de l'entièreté des paramètres. On calcule à partir de la température moyenne mensuelle un petit indice mensuel à partir duquel on mesure un indice annuel. Et avec ces différents paramètres, on introduit ces paramètres dans la formule. Vous voyez ici que la température moyenne mensuelle revient et on calcule l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire le maximum d'évapotranspiration que la végétation va pouvoir réaliser pour autant qu'elle ait suffisamment d'eau à sa disposition. Donc ça, c'est l'évapotranspiration potentielle. C'est une formule qui marche pas mal, que moi j'aime bien utiliser et que j'ai utilisé dans de nombreux contextes différents, tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on arrive en plein milieu de l'Afrique, ben souvent, quand on a des données, quand on a la chance d'avoir des données climatiques, on a en tout cas comme paramètres les précipitations et la température. Ça, c'est quand même des données qu'on trouve très facilement, aussi bien sur Internet que, je dirais, dans des stations, soit sous forme de listing, soit sous forme informatique. L'autre formule est une formule qui, elle, est une formule beaucoup plus scientifique, qui est la formule de Penman-Montagne. Et elle, comme vous le voyez, ben, elle est déjà vachement plus complexe et elle tient compte de toute une série de paramètres, des paramètres qui tiennent compte des conditions climatiques en fonction de la latitude, et puis toute une série de paramètres mesurés in situ, tels que la température, l'humidité relative et la vitesse du vent. Alors, cette formule est de plus en plus utilisée. Pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, on a des petits kits de stations climatiques qui va mesurer les paramètres nécessaires. Et donc, c'est très facile. Tout est automatisé et vous allez, grâce à ces petites stations et à la formule de Penman-Montagne, avoir directement la valeur de l'évapotranspiration potentielle. Voilà à quoi ressemblent ces petites stations. Vous voyez ici la surface qui va récolter les pluies. Donc, ceci, c'est le pluviographe. Ici, vous avez le système qui va mesurer l'humidité relative, le système qui va mesurer la durée de l'insolation, ici, la vitesse du vent, et vous avez également donc la température qui est mesurée. Tout ça est enregistré et vous avez un petit programme qui va vous donner dans un fichier Excel les différents paramètres et le calcul est déjà donc automatisé. Le prix de ces stations devient relativement abordable, je dis bien relatif, tout est relatif, c'est à peu près 8 000 € la petite station, donc vous allez avoir quand même de bonnes données météo. Les autres, évidemment, pluviographes qui vont vous donner la précipitation et la température, donc vous allez quand même, grâce à la formule de Thornthwaite dont je vous ai parlé, vous allez quand même pouvoir calculer l'évapotranspiration. Donc là, il y a parfois un choix à faire parce que pour le prix d'une, on en a 10 donc, de stations de pluviographes. Et donc, quand on parle d'hétérogénéité spatiale, on peut discuter de se dire, tiens, je travaille dans un bassin versant, est-ce que j'achète une station qui va me donner tous les paramètres et grâce à laquelle je vais avoir, par une formule scientifique, l'évapotranspiration, ou est-ce que je vais plus investir dans l'hétérogénéité spatiale et acheter 10 pluviographes que je vais pouvoir disperser sur mon bassin versant.
Et donc là, c'est assez amusant parce que quand vous travaillez dans des équipes de scientifiques, je peux vous dire que ça peut prendre des heures de discussion, puisque certains vont dire ah non, moi je veux absolument utiliser la formule scientifique de Penman-Montagne. D'autres vont dire non, moi j'estime que c'est quand même plus important d'avoir une bonne information sur l'hétérogénéité spatiale, et plutôt que d'acheter une station, on va acheter 10 autres stations. Voilà. Donc, grand débat pour peut-être la manière dont on va estimer cette évaporation. Alors, on va revenir petit à petit, vous allez voir que je vais complexifier ce diagramme. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce diagramme? Donc, les précipitations, je vous les ai déjà montrées pour la Belgique, par de très fortes hétérogénéités mensuelles. Par contre, au niveau de la température, vous voyez déjà, évidemment, qu'il y a deux saisons, la saison estivale, la saison hivernale. En hiver, des températures de l'ordre de 4 degrés. En été, des températures moyennes mensuelles de l'ordre de 18 degrés. Donc là, voilà, première hétérogénéité. Donc, quand je vous disais à quel moment est-ce que je dispose d'eau, on voit déjà ici qu'il risque d'y avoir effectivement des périodes avec, et moins, en tout cas avec plus de disponibilité et d'autres périodes avec moins de disponibilité. Donc, l'évaporation, fonction principal paramètre de la température. Donc, ce n'est pas étonnant que si maintenant je viens calculer l'évapotranspiration, que je vais appeler potentielle, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en hiver, elle est faible, de l'ordre de 10 mm, mais en été, je dépasse souvent les valeurs de 90 mm. Et alors, c'est ici que ça commence à se complexifier, parce que vous vous rendez compte que non seulement je dépasse les 90 mm, mais que de mai à septembre, l'évaporation est supérieure aux précipitations. Donc là, déjà, il y a deux choses dont on doit réfléchir, c'est faire ce qu'on appelle un premier bilan, c'est calculer ce qu'on appelle les pluies efficaces. Alors, c'est quoi les pluies efficaces? Vous avez compris, ce n'est pas très compliqué. C'est la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Et à partir de ce moment-là, vous voyez toute l'importance de l'hétérogénéité temporelle de la disponibilité en eau, puisque les pluies efficaces, donc l'eau finalement que je vais recevoir pour, je vais vous l'expliquer, la recherche des nappes aquifères et le ruissellement, ne sont disponibles qu'entre le mois d'octobre et le mois de mars. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, je pense, d'important dont il faut être conscient, ce que j'appelle donc les pluies efficaces. Et vous voyez que je n'ai pas de pluie efficace entre le mois de mai et le mois de septembre. Premier constat. Vincent, Oui. juste une précision là, sur les pluies efficaces. Donc, c'est efficace au sens où elles donnent de l'eau au bassin versant, Oui, mais les pluies non efficaces sont quand même, entre guillemets, efficaces pour la croissance de la végétation. exact. Oui, oui, oui. Donc, les pluies efficaces, c'est les pluies qui me restent à partir du moment où la végétation a satisfait ses besoins en eau. Et les besoins en eau sont satisfaits lorsque les précipitations, je vais apporter les nuances. Hein. Donc, quand les précipitations sont supérieures à l'évapotranspiration potentielle, l'évaporation réelle est égale à l'évapotranspiration potentielle. Il n'y a aucun stress hydrique. Quand on regarde le graphe, on se rend compte que du mois de mai au mois de septembre, on a des valeurs d'évapotranspiration potentielle supérieures à la disponibilité en eau, puisque les précipitations sont inférieures. À partir de ce moment-là, les plantes subissent un stress hydrique. D'accord? Ok, ok. Excusez-moi, Alors, je peux poser une question? oui, Je ne sais plus si dans la mesure de l'évapotranspiration potentielle, on tient compte de la surface de plante dans la zone d'étude, justement. on peut effectivement, donc, à partir du moment où on a l'évapotranspiration potentielle calculée de manière théorique, on peut pondérer par un coefficient qui va tenir compte de la végétation. Oui, parce qu'en fonction du couvert végétal, on a plus ou moins besoin d'eau pour... ouais. Voilà, tout à fait. Donc, on peut pondérer hein, en tenant compte évidemment des cartes d'occupation du sol. Donc, on constate ici donc, qu'en été, chez nous, mais aussi dans le nord de la France, évidemment, donc on a
l'évaporation réelle devient inférieure à l'évapotranspiration potentielle. Que font les plantes à ce moment-là? Je vous ai dit en début d'exposé que l'hydrogéologue tenait compte de deux réservoirs. Premier réservoir superficiel, que j'ai schématisé ici, qu'on appelle la réserve facilement utilisable. Donc, on imagine le système racinaire qui pénètre en moyenne sur une profondeur d'1 mètre. Dans ce sol sur lequel se développe la végétation, j'ai de l'eau qui est retenue par capillarité. On peut, via des études réalisées par les bioingénieurs, estimer ce volume d'eau. Ce volume d'eau, il est à peu près égal à 125 mm, c'est-à-dire 125 litres par mètre carré. Que se passe-t-il? Premier schéma, je suis en janvier chez nous. Les précipitations sont, puisqu'il fait froid, la végétation est en stand-by, supérieures à l'évapotranspiration potentielle. Dans ce cas, l'évapotranspiration réelle va être égale évidemment à l'évapotranspiration potentielle. Il y a suffisamment d'eau disponible pour l'évaporation des plantes. Je vais donc faire la différence et vous constatez que j'obtiens des pluies efficaces. Ces pluies efficaces, puisque ma RFU est à sa capacité maximale, 125 litres par mètre carré, toute cette pluie efficace, elle va être disponible pour soit du ruissellement, soit de l'infiltration, et aller ainsi recharger les nappes aquifères. J'arrive en période estivale. L'évapotranspiration potentielle augmente énormément, elle devient supérieure aux précipitations. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Le modèle conceptuel va supposer que l'entièreté des précipitations va être utilisée par la végétation. Je me retrouve donc sans pluie efficace. Et le déficit en eau par rapport aux précipitations, la végétation, elle va venir puiser dans la RFU, qui, de mois en mois, mai, juin, juillet, septembre, va petit à petit s'appauvrir en eau. Vous voyez, 125, la capacité maximale. Fin mai, on est à 120 et de mois en mois, la RFU va s'épuiser. J'arrive au mois de novembre. De nouveau, l'évapotranspiration diminue. Je vais me retrouver de nouveau avec un certain excès d'eau. Donc, je me retrouve de nouveau avec un petit peu de pluie efficace. Que vont faire ces pluies efficaces? Elles vont en priorité recharger la RFU qui aura été épuisée pendant les mois d'été. Petit à petit, cette RFU se recharge. Vous voyez, je repasse de 85, 115, 125. Je retrouve ici la capacité maximale de la RFU. Et le mois suivant, à partir du moment où la RFU a retrouvé sa capacité maximale de 125 mm, 125 litres par mètre carré, ça peut être adapté à la nature du sol. Quand j'ai de nouveau un excès de précipitation par rapport à l'évapotranspiration potentielle, je retrouve de l'eau qui sera disponible pour, d'une part, le ruissellement et d'autre part, l'infiltration et la recherche de l'aquifère. Donc, j'arrive à un schéma où uniquement pour le ruissellement et pour la recherche, vous voyez que j'ai encore moins d'eau disponible que les pluies efficaces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, quand j'ai cet excès d'eau qui va soit ruisseler, soit s'infiltrer, quelle est la proportion entre le ruissellement et la recharge de l'aquifère? Ça dépend un peu de la nature du substratum, de la couverture végétale, etc. Si je suis ici sur des dépôts calcaires, les calcaires sont extrêmement perméables, ce qui veut dire que la totalité des eaux vont s'infiltrer et recharger la nappe aquifère, je n'aurai quasiment pas de ruissellement. Quand je suis sur des terrains imperméables tels que des schistes ou des shales, il est évident que l'infiltration sera extrêmement limitée et que la majorité des eaux en excès vont ruisseler. Alors, revenons un peu donc sur le schéma général. Donc, je vous rappelle, on a vu les précipitations,
On a vu en rouge l'évapotranspiration potentielle. On a en jaune l'excès d'eau que j'ai défini comme étant les plus efficaces. Et vous constatez qu'au mois de mai, j'ai un déficit de précipitation par rapport à l'évaporation. Donc, je vais avoir, vous voyez ici, en brun, c'est le stock d'eau dans ma réserve facilement utilisable. Vous voyez qu'au mois de mai, j'ai déjà un petit peu épuisé mon stock d'eau. Regardez, au mois de juin, j'ai vraiment un fort déficit de précipitation. Le système racinaire des plantes a également prélevé dans la réserve facilement utilisable qui passe à peu près de 120 mm pour arriver à peu près à 80. Mois de juillet, même chose. Mois d'août, même chose. Mois de septembre, même chose. De mois en mois, j'accumule mon déficit. J'épuise de plus en plus ma réserve facilement utilisable. Et puis, j'arrive au mois d'octobre où, pour la première fois, je vais retrouver un peu de pluie efficace. Ces pluies efficaces, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, vous voyez, recharger la RFU. Même chose au mois de novembre, la totalité des pluies efficaces recharge la RFU. Et c'est seulement au mois de décembre que ma RFU est revenue à saturation et qu'à ce moment-là, j'introduis une nouvelle notion qui est donc l'eau utile. L'eau utile pris sous le terme de l'hydrogéologue et même de l'hydrologue. C'est ce que j'appelle donc l'eau utile, water surplus en anglais. Et vous voyez que j'ai encore un autre schéma, puisque même si j'ai des pluies efficaces à partir d'octobre et de novembre, ces premières pluies efficaces rechargent ma RFU et c'est seulement au mois de décembre que je retrouve de l'eau utile. Donc de l'eau utile nécessaire, plutôt de l'eau utile qui vont être soit ruisselée, qui va soit ruisseler, soit s'infiltrer. Et ça, c'est un schéma important parce que ça montre que dans nos régions, en été, les nappes aquifères, clairement, ne sont pas rechargées. Or, pourtant, si vous écoutez les médias, on va vous dire « Ah, on a un été sec, c'est catastrophique pour nos nappes aquifères. » C'est catastrophique pour nos nappes aquifères, oui, si on vient pomper dedans, mais de manière naturelle, ça n'a rien d'extraordinaire puisque de toute façon, en été, nos nappes aquifères ne sont pas rechargées. Les nappes aquifères sont en danger lorsqu'on a un hiver sec et certainement pas quand on a un été chaud. Un été chaud, un été sec est évidemment catastrophique pour les bioingénieurs, pour tout ce qui concerne l'agronomie, mais en tout cas pour l'hydrogéologue, de manière simplifiée, ça ne pose aucun problème parce que nos nappes, dans nos conditions climatiques, ne sont quasiment jamais rechargées en été. Il faut attendre la présence d'eau utile, donc les petits histogrammes verts, pour que l'on puisse avoir un ruissellement conséquent et qu'on puisse avoir éventuellement une potentialité de recherche d'aquifères. Alors en conséquence, si on regarde ici la chronologie de la fluctuation, donc ceci c'est un puits qui est creusé dans une nappe aquifère, vous voyez évidemment les fluctuations saisonnières, vous voyez qu'en Belgique on n'est pas quand même dans un pays avec une topographie très accidentée, mais je peux quand même atteindre 46 mètres de battement entre la période de haute eau, qui, comme vous le voyez, est souvent observée au mois de mars, et la période de basse eau, qui, vous le voyez, est souvent observée au mois de novembre. Donc, vous voyez que quand on observe ces fluctuations, c'est souvent à partir du mois de novembre que nos nappes commencent à être rechargées. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois attendre le mois de novembre, décembre, ça dépend un petit peu des différentes périodes, pour que j'ai de l'eau utile et donc que je puisse recharger mon réservoir aquifère qui, lui, a été sollicité. Sollicité comment? De deux manières. Soit de manière naturelle parce qu'il va se vidanger naturellement par gravité vers des points bas, donc vers les fonds de vallée, alimenter les sources. Et ces sources, heureusement qu'elles sont alimentées par les eaux souterraines parce que c'est ce qui va permettre de maintenir le débit dans les rivières à l'étiage. C'est ce qu'on appelle le débit d'étiage d'une rivière. Donc, c'est lorsque, finalement, ce débit
n'est finalement présent que grâce à la vidange des eaux souterraines. Donc, vous voyez qu'en hiver, les nappes sont bien rechargées. Comme j'ai une pente importante, nos aquifères vont débiter de manière importante et fournir de l'eau en quantité non négligeable aux rivières. Mais au fur et à mesure que j'avance dans la période estivale, la nappe se rabat, la pente diminue et le débit de base des rivières, évidemment, va baisser au cours du temps. Donc voilà, en ce qui concerne l'approche évaporation, donc avec vraiment cette notion importante qui est la notion donc d'eau utile. Vous vous rendez compte que lorsqu'il y a des précipitations, la végétation se sert en priorité et que moi, en tant qu'individu qui voudrait utiliser cette eau, je dirais, au niveau d'un cours d'eau ou au niveau des eaux souterraines, j'ai nettement moins d'eau à ma disposition puisque la végétation va d'abord se satisfaire en premier lieu. Les eaux de surface, maintenant, donc ça c'est le paramètre suivant. On a vu les précipitations, on a vu l'évaporation. En voyant l'évaporation, je vous ai montré comment fonctionnent les variations dans la RFU. Le débit des rivières, ça c'est assez facile à mesurer. On a différents types d'instruments. On a ce qu'on appelle ici des déversoirs, simplement donc des plaques métalliques avec une échancrure. En fonction de la hauteur d'eau qui passe dans l'échancrure, je vais avoir une formule qui me donne le débit. Qu'est-ce que je mets? Je mets des petites sondes de pression à l'arrière du déversoir. Je relève dans un tableau Excel la hauteur d'eau, j'applique ma formule, j'ai le débit. Donc, c'est assez facile à mesurer. Dans les cours d'eau plus importants, c'est un peu plus compliqué parce que la vitesse, un débit, c'est quoi? C'est une vitesse sur une section et que très souvent, donc vous voyez ici, on est en train de mesurer en un point donné de la section d'une rivière la vitesse du courant. Je vais moyenniser cette vitesse sur la section, vitesse fois section, mètres par seconde fois des mètres carrés, j'obtiens bien des mètres cubes par seconde. Alors, voilà l'hétérogénéité donc des vitesses. Ici, c'est sur une verticale. Vous voyez, c'est bien connu qu'à la base de la rivière, vous avez des vitesses plus lentes à cause des forces de frottement. Et plus vous remontez vers la surface, plus les vitesses augmentent. Donc, c'est comme ça que je dois faire toute une série de mesures. Je dois faire des mesures qui sont réparties spatialement. Et les normes internationales nous disent qu'on doit faire sur une section de rivière, on doit faire une dizaine de verticales et par verticale, on doit faire 5 mesures. À partir du moment où on a fait donc ces 50 mesures sur la section, je fais une intégration, je fais une moyennisation, je mesure cette vitesse moyenne, je multiplie cette vitesse moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la section et j'obtiens donc mon débit. Alors, vous voyez que ça demande quand même pas mal de temps de faire toutes ces mesures. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une corrélation entre une hauteur d'eau et la mesure de débit que j'ai réalisée. Donc, je vais venir sur une section à plusieurs moments, c'est-à-dire à plusieurs moments où le débit, ou en tout cas la hauteur d'eau dans ma rivière, sera suffisamment contrastée et je vais chaque fois refaire une hauteur de débit pour différentes hauteurs et je vais ici générer ce que j'appelle ma courbe de jaugeage ou ma courbe de tarage. Donc, je vais simplement réaliser une relation, calculer une relation hauteur d'eau dans ma section avec le débit. Une fois que j'ai cette relation, à partir de toute une série de points, je vais extrapoler donc une formule et à ce moment-là, je vais également mesurer grâce à mes petits détecteurs de pression la hauteur d'eau. J'ai la hauteur d'eau, j'ai ma formule donc liée à la courbe de tarage et je peux à ce moment-là dessiner mon hydrogramme. Donc, si je demande, généralement, je prends des mesures à l'échelle d'un pas de temps de 15 minutes pour les rivières. Donc, toutes les 15 minutes, j'ai une hauteur d'eau. Grâce à cette hauteur d'eau, en utilisant la formule donc, de ma courbe de tarage, je génère un hydrographe. Et cet hydrographe, je peux l'intégrer en fonction du temps. Et ça va donc me donner des volumes par unité de temps. Donc, les volumes qui sont évacués par la rivière sur une période d'un jour, d'une semaine, d'un mois, si je travaille à l'échelle mensuelle.
Ce volume d'eau qui est donc en mètres cubes par mois, je dois évidemment l'exprimer en millimètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement diviser la surface du bassin versant qui est à l'amont de ma station par la superficie. Donc, j'ai des mètres cubes par mois divisé par des mètres carrés. Ça me donne bien des millimètres par mois que je vais évidemment intégrer dans mon bilan. Haute surface, donc, c'est connu. Les captages maintenant, parce que ça peut être une source importante d'exportation d'eau. Donc, je dois tenir compte au niveau de mon bilan. Alors, voilà ici des galeries captantes. Comment est-ce que je peux mesurer le débit d'un captage? De nouveau, ici, je peux mettre un déversoir. J'ai également des compteurs d'eau tout à fait identiques à ceux que vous avez à l'entrée de votre maison. Donc, je peux avoir de nouveau les volumes par unité de temps. Un exemple de captage important en région wallonne, c'est le captage ici de Modave, qui est localisé sur un petit affluent donc, de la Meuse. Sachez que ce captage capte à peu près 25 millions de mètres cubes d'eau par an pour l'alimentation donc de la ville de Bruxelles. Donc, 25 millions de mètres cubes d'eau par an, ce n'est pas négligeable. C'est 25 millions qui sortent du bassin versant. Donc, vous vous rendez compte que je dois impérativement tenir compte de ces volumes. Pour vous donner une idée, la station de jaugeage ici, qui est juste localisée à la confluence de cette petite rivière avec la Meuse, on a un débit de 1,7 mètres cubes par seconde. Ça, c'est le débit habituel d'une petite rivière. Le débit capté exporté, c'est 0,8 mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez qu'à peu près 47% du débit de surface de mon bassin versant est exporté pour l'alimentation de la ville de Bruxelles. Par contre, comme c'est une région à très gros potentiel, j'ai des captages qui sont réalisés à l'intérieur de mon bassin versant. Ce sont des petites intercommunales qui alimentent des petits villages relativement isolés. Ce volume, je ne suis pas obligé d'en tenir compte. Pourquoi? Parce que tout ce qui est capté va évidemment transiter via les consommateurs, mais les consommateurs, ils vont rejeter l'eau consommée dans le réseau hydrographique et je vais intégrer ces volumes au niveau de ma station de jaugeage située à l'aval du bassin versant. Et là, il y a peut-être une petite subtilité dont il faut tenir compte, c'est d'être bien conscient que quand on parle de consommation d'eau à l'échelle donc des particuliers, le terme n'est peut-être pas toujours adéquat. On parle de consommation de notre voiture parce qu'on fait 6 litres au 100 km. Effectivement, ces 6 litres ont complètement disparu. Lorsque je tire la chasse ou lorsque je prends un bain, j'ai peut-être consommé 100 litres d'eau ou 10 litres pour ma chasse. Il faut être conscient que ces 10 litres, ils ne sont pas disparus, ils sont restés tels quels dans le bassin versant. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai dégradé. Donc, souvent, moi, j'en veux un peu aux médias qui ont tendance à parler en termes de quantité, alors que peut-être, évidemment, c'est ce que vous payez une quantité d'eau, mais peut-être qu'il faudrait plus insister sur la notion de dégradation de l'eau et donc d'insister sur l'aspect qualité. Quand vous avez pris un bain, quand vous avez tiré votre chasse, personnellement, j'estime que vous n'avez pas consommé d'eau, mais que vous avez dégradé l'eau que vous avez, entre guillemets, consommée et que vous allez payer. Donc voilà, les captages, donc ici, c'est assez facile donc, à avoir, à connaître ce paramètre de nouveau. Le captage, c'est X millions de mètres cubes par an. Je divise par la surface du bassin versant pour avoir évidemment le terme exprimé en millimètres. Terme qui convient, donc vous voyez qu'on avance dans l'équation, les précipitations, l'évapotranspiration, le débit des rivières, le débit des captages, les variations du stock d'eau présent dans le sol sollicité par la végétation, et enfin la réserve d'étape. Là, je vais passer de manière assez rapide parce que c'est un peu plus complexe, mais vous voyez qu'effectivement, on peut avoir des fluctuations importantes du niveau d'eau, donc je peux vider mon réservoir, je peux le remplir, donc je dois tenir compte si au moment où je termine mon bilan, je suis dans une période dite de haute eau avec un réservoir plein, je peux très bien terminer mon bilan en période de basse eau avec un réservoir vidé. Alors, petit calcul très simple, c'est de se dire les variations de réserve,
c'est la variation de hauteur d'eau fois la porosité. L'ennui, c'est que ça ne marche pas parce que si vous voyez dans le calcul que je fais ici, par rapport à l'exemple que vous avez sous les yeux, je prends une porosité d'1% de ma roche parce que c'est un calcaire relativement cohérent. Si j'ai 26 mètres de variation, ça me fait 460 mm. On est en Belgique avec des précipitations, vous l'avez vu, de 800 mm par an. Une variation de 460 mm, c'est beaucoup trop. Il suffit de regarder, vous avez compris que forcément, si je suis éloigné de la rivière, les fluctuations de ma nappe seront importantes, mais plus je me rapproche de ma rivière, plus les fluctuations sont simples, sont faibles. Donc finalement, il va falloir, pour calculer à partir de cette formule simplement la porosité et la variation du niveau, énormément de données qu'on n'a jamais, évidemment. Donc comment est-ce qu'on s'en sort? On va simplement calculer, travailler sur ce qu'on appelle le débit de base d'une rivière. Je vous ai dit, le débit de base, c'est le débit qui est fourni par les nappes aquifères et qui soutiennent le débit d'étiage des rivières. Et donc, je peux m'en sortir. Vous voyez ici le débit de base qui diminue de semaine en semaine, de mois en mois pendant la période d'étiage. Et avec des formules, certaines équations, je vais estimer les variations de stock d'eau dans ma nappe aquifère à partir donc de la valeur du débit d'étiage de mes rivières. Voilà. Donc, on progresse. Je peux calculer les variations de réserve. Dernier terme, c'est le terme de fermeture. Deux possibilités, vous le voyez déjà ici. Si j'ai des eaux souterraines qui s'écoulent directement vers l'océan, si ma station de jaugeage, souvenez-vous, la Meuse tout à l'heure en Hollande, je peux très bien avoir de l'eau qui contourne par un écoulement souterrain, donc ce point de mesure. Donc, je vais avoir de l'eau qui ne sera pas comptabilisée au niveau du débit de la rivière. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle un déficit d'écoulement. Autre exemple, voilà de nouveau un petit affluent de la Meuse. On est dans des régions calcaires, ce sont les zones en bleu. J'ai une station de jaugeage qui est localisée au niveau donc, de la confluence donc, de cette petite rivière avec la Meuse. J'ai dessiné le bassin versant. Je suis dans des régions où j'ai des grottes, ce qu'on appelle des phénomènes karstiques. Et si j'injecte, par exemple, ici dans une perte, je vais retrouver les eaux souterraines, vous voyez, dans ce qu'on appelle une résurgence. Mais cette résurgence est localisée à l'extérieur de mon bassin versant. Forcément, toutes ces eaux souterraines qui quittent le bassin versant, je ne les ai pas, excusez-moi, je ne les ai pas mesurées à l'exutoire. Et donc ici, il est clair que je vais avoir ce que j'appelle un déficit d'écoulement. Je vais donc devoir ici, pour équilibrer les deux membres, mettre une valeur positive au niveau donc, de mon terme de fermeture. Donc finalement, pour les hydrogéologues, le terme de fermeture permet d'estimer s'il y a des échanges d'eau souterraine qui quittent le bassin versant et qui va générer un déficit d'écoulement, ou qui rentrent dans le bassin versant et qui, à ce moment-là, va générer ce qu'on appelle un excès d'écoulement avec un terme de fermeture qui sera négatif. Donc voilà, je pense qu'ici, on a un petit peu fait le tour de l'entièreté des termes du bilan. Excusez-moi. Oui. Oui, j'ai une question. Alors, maintenant qu'on a défini tous les éléments du bassin versant, vous en avez parlé à un moment, mais comment on définit ce qu'est le stress hydrique? Est-ce que c'est au moment où la RFU est complètement vidée? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme, en fait, un peu galvaudé? Voilà. Donc, en fait, le stress hydrique, il commence au moment où on a des précipitations qui sont inférieures à l'évapotranspiration potentielle. Si je reprends le petit schéma, pour moi, le stress hydrique commence dès le mois de mai. Pourquoi? Parce que ceci, c'est ce que les plantes vont pouvoir réellement évapotranspirer en fonction de leur métabolisme, mais elles n'ont pas suffisamment d'eau. En conclusion, qu'est-ce qu'elles font? Elles sollicitent la RFU. Alors, votre question est pertinente et on va peut-être rentrer là un peu dans le détail, mais ce n'est pas grave, on est là pour expliquer.
En principe, au départ, quand le premier mois de sollicitation de la RFU, souvent, la plante pourra compenser le déficit simplement par le prélèvement d'eau dans le sol. Mais ce déficit, ce prélèvement n'est pas linéaire. Il faut imaginer un phénomène de capillarité. Au fur et à mesure que vous allez vider votre RFU, le système racinaire aura de plus en plus difficile à prélever l'eau. Et donc, effectivement, au début de la période de stress hydrique, la végétation va compenser par un prélèvement, mais dès le deuxième mois, je vais prendre par exemple ici, il faudrait que je regarde les chiffres en détail, hein, mais imaginons ici que j'ai un déficit de 50 mm, ben, avec les formules donc, qui permettent de calculer le stock d'eau pour un déficit bien spécifique, on va se rendre compte que la plante, alors qu'elle devrait prélever 50 mm pour ne pas avoir de stress, elle ne pourra en prélever que 40. Ça va? Et au fur et à mesure que la saison sèche se prolonge, les plantes vont avoir de plus en plus difficile de prélever dans la RFU pour compenser le manque d'eau lié aux faibles précipitations, ou plutôt le manque d'eau lié aux fortes évapotranspirations. J'ai répondu à votre question? Oui, alors, mais du coup, quand on parle de stress hydrique, en fait, on comprend que c'est un phénomène en fait assez naturel, puisque il y a toujours un moment, une saison où les plantes puisent dans la RFU. Oui. Mais et donc, en fait, quand on parle de phénomène de stress hydrique, c'est le fait que la période de stress s'allonge. Est-ce que, enfin, c'est à quel moment, en fait, à quel moment on peut considérer que le stress hydrique est un problème? Pour moi, mais je ne suis pas bio-ingénieur, évidemment, hein, le stress hydrique commence dès qu'on a une évapotranspiration potentielle supérieure aux précipitations. Dès ce moment-là, la plante manque d'eau. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ben, ce manque d'eau est compensé au début de la période, hein, par un prélèvement quasiment équivalent, je me répète, dans la RFU, mais au fur et à mesure que cette période augmente, la plante aura de plus en plus difficile de prélever ce dont elle a besoin. Maintenant, je ne suis pas bio-ingénieur, il faut effectivement, à ce moment-là, peut-être passer la main au bio-ingénieur pour savoir à partir de quelle intensité de stress hydrique on va avoir un réel impact sur la rentabilité ou sur la production des cultures. Moi, je ne peux pas vous dire, parce qu'en plus, ça doit sans doute dépendre également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de la végétation, de la culture. Peut-être qu'un maïs va mieux supporter un stress hydrique, hein, qu'un blé ou que d'autres éléments. Hein. Mais disons, moi, en tant qu'hydrogéologue, je ne vais pas jusqu'à investiguer dans le rendement des cultures par rapport au stress hydrique. Je considère simplement qu'à partir du moment où j'ai une précipitation inférieure à l'ETP, les plantes commencent à subir, je dirais, vont devoir finalement puiser dans la RFU. Et pour la disponibilité en eau en tant qu'hydrogéologue, dès qu'on puise dans la RFU, je sais qu'il me faudra un certain délai, qu'au départ, quand j'aurai des pluies efficaces, ces pluies efficaces vont d'abord recharger cette RFU et que je vais devoir attendre peut-être plusieurs mois avant que je n'ai suffisamment d'eau disponible que pour avoir vraiment de l'eau utile qui vont recharger mes nappes. Et tant qu'on est sur cette notion-là, donc la RFU, c'est quelque chose qu'on doit voir de manière assez verticale, où l'eau est stockée de manière homogène dans cette RFU, dans le sens où si c'est vertical, j'imagine que les plantes qui ont des racines plus profondes vont subir le stress hydrique, entre guillemets, plus tardivement. Alors que les plantes qui vont avoir des racines de surface vont être affectées plus rapidement. Ou est-ce que je vais trop loin en disant ça? Disons,
de nouveau, hein, il y a les différentes positions. En tant que bio-ingénieur, c'est certain que ce sont des choses qui seront essentielles. Une plante de surface avec un système racinaire très superficiel aura, parce qu'on suppose quand même que la RFU est relativement répartie de manière homogène. Hein, il n'y a pas de raison, si on suppose que le sol est homogène, que c'est en lien avec des phénomènes de capillarité. Donc là, c'est les 125 litres, hein, mais on peut faire des études. Il y a des sols pour lesquels, si c'est un sol très sableux, par exemple, on va descendre peut-être à 70 litres par mètre carré. Les sols limoneux sont en principe les sols qui sont les plus adéquats en termes de stockage d'eau. C'est la granulométrie. Donc, des limons, ce sont des fines particules hétérogènes en termes de minéralogie, mais qui ont une granulométrie entre 2 et 50 microns. Dans nos régions, donc par exemple en Belgique, on a une zone qui sont au niveau agricole connues comme étant les zones les plus fertiles, c'est ce qu'on appelle l'ASB. En France, c'est la même chose, hein. Il y a des régions qui sont recouvertes de dépôts limoneux. Ce sont les zones les plus fertiles, notamment parce que c'est la taille granulométrique qui permet le meilleur stockage. Or, ces couvertures limoneuses sont quand même plurimétriques. Ici, on suppose donc que quand on parle de 125 mm, ces 125 mm sont répartis de manière homogène sur le mètre de profondeur considéré. Donc, effectivement, une végétation à faible système racinaire n'aura pas la même possibilité de prélever des quantités d'eau importantes dans la RFU par rapport à une végétation qui a un système racinaire plus développé en profondeur. Excusez-moi. Et en fait, moi, je me pose un peu la question de... Là, par exemple, les précipitations, vous les montrez par mois, mais si, par exemple, il tombe beaucoup d'eau... en gros, ma question, c'est un peu les inondations. Quand est-ce que les inondations vont survenir par rapport à la capacité? Donc, j'imagine que la porosité du sol va jouer sur la capacité à absorber de l'eau. Mais est-ce que dans tout ce schéma que vous proposez, vous pourriez un peu indiquer rapidement où est-ce qu'une inondation survient? Alors, les inondations, donc effectivement, je rappelle, hein, ce que j'explique ici, c'est un modèle conceptuel et je vous montrerai un peu l'application donc, dans la dernière partie de l'exposé pour voir un peu quelles sont déjà les implications de ce raisonnement qui est relativement simple, hein. Peut-être même simpliste pour certains, mais ce n'est pas important ça, parce que ça permet déjà de très bien contextualiser une région, et je vais vous donner quelques exemples, hein, dans la dernière partie de l'exposé. Alors, pour les... Est-ce que j'allais chercher ceci? Voilà, simplement, donc, d'abord, pour les inondations, de manière générale, il est clair que plus vous avez d'eau utile, même si je travaille, je reconnais à l'échelle mensuelle, plus évidemment, ce sont les périodes qui sont à haut risque d'inondation. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément pour le haut risque d'inondation, qui a été ignoré d'ailleurs pendant des années, mais qui n'est plus ignoré maintenant au niveau des scientifiques, c'est également le niveau des nappes aquifères. Pourquoi? Parce que si j'ai non seulement beaucoup d'eau utile, avec possibilité de beaucoup de ruissellement, si ce ruissellement important se fait dans une période où les nappes sont fortement rechargées et où elles déversent donc de manière naturelle via les sources ou via des sointements naturels, hein, des quantités d'eau importantes vers les rivières, vous augmentez également proportionnellement le débit de vos rivières. Donc là, vous voyez que vous combinez deux paramètres. Premier paramètre, le ruissellement tel quel, avec évidemment l'intensité des précipitations. C'est pour ça qu'au début de mon exposé, je vous ai dit on peut travailler à différentes échelles, mais il faut toujours aborder, avant de savoir si vous allez travailler à l'échelle journalière, hebdomadaire ou mensuelle, il faut toujours regarder le régime des précipitations, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, il peut être extrêmement hétérogène. Et donc, je pourrais très bien imaginer que par rapport à mon schéma général, avoir du ruissellement en plein mois d'août. Il est évident que si, avec les surfaces imperméabilisées qu'on connaît actuellement, si vous avez 50 mm de précipitation par jour, il est évident, hein, donc vous voyez ici, je suis allé, mettons, hein, à 100 mm pour le mois de juillet. On peut très bien imaginer une très grosse pluie d'orage qui nous apporte 100 mm par jour. Il est évident qu'à ce moment-là, j'aurai du ruissellement. Ça va ?
Ici, on travaille dans un modèle conceptuel qui est applicable et qui est donc généralisé. Maintenant, comme dans la nature, il ne faut jamais généraliser. C'est dans les détails qu'on trouve l'excellence d'une approche scientifique. Et c'est sûr qu'il y a des pluies très sporadiques qui peuvent mettre, je dirais, en défaut le schéma général qu'on présente ici. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a deux éléments. Pour les périodes à plus haut risque d'inondation, sont les périodes où, dans mon schéma conceptuel, je vais essayer de retrouver les périodes où l'eau utile est présente en grande quantité et également le moment où les nappes aquifères sont principalement rechargées. Donc, ce serait plutôt les périodes de février, mars, où on pourrait à la fois combiner des aquifères super rechargés, vous voyez ici, mois de mars, les aquifères super rechargés, et des périodes d'eau utile importantes. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, bonjour, j'ai une question à propos de la manière dont on peut mesurer les changements du niveau des nappes aquifères. Alors, pour l'instant, vous avez exposé en fonction du niveau des précipitations et de l'évapotranspiration, mais j'avais une question sur est-ce qu'on peut mesurer et comment on pourrait le faire s'il y a jamais une captation humaine de ces eaux? Exactement de la même manière. Ce qui va se passer, et je vous donnerai un exemple jeudi justement d'aquifères transfrontaliers, région wallonne, France et notre région flamande, où effectivement on a une nappe qui est largement surexploitée. On va faire exactement la même chose. On va voir ici nos fluctuations saisonnières. Simplement, si j'ajoute un captage, il est évident que je vais vidanger plus rapidement ma nappe et je risque d'avoir des fluctuations qui seront amplifiées. Je vais également, bien évidemment, mesurer sur le long terme. Je vous montrerai l'exemple jeudi, où on voit des nappes où, au lieu d'avoir, vous voyez ici, je peux tracer une moyenne. Allez, visuellement, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance à une diminution de l'aquifère. C'est un exemple que j'ai pris où il n'y a pas d'exploitation, donc on est dans un régime naturel. Je pourrais très bien observer dans une région des niveaux de nappe, mais pour lesquels on pourrait observer une tendance générale à la diminution. Mais ça, alors que je connais les conditions climatiques, je fais mes bilans, si j'observe cette tendance générale à la diminution, ça peut être un indicateur comme quoi, effectivement, il y a un facteur anthropique, notamment un captage, qui viendrait surexploiter la nappe. Donc, ça fait partie un petit peu dans le cadre de la législation sur l'eau au niveau européen. Le niveau des nappes est un paramètre que les régions ont l'obligation de mesurer. Et donc, ces variations à long terme sont étudiées. Et si on constate qu'il y a une diminution, c'est-à-dire un processus de surexploitation de nappes, les régions vont devoir prendre des dispositions pour éviter cette surexploitation et limiter les quantités d'eau pompée. Je vous donnerai un très bel exemple jeudi prochain. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Alors, simplement, donc, pour vous montrer un peu, et c'est un peu là à ça que je voulais en venir, l'importance de ce petit calcul tout simple, parce que ça va peut-être vous montrer, parce que vous voyez que pour faire ce petit calcul de l'eau utile, finalement, je n'ai besoin que de deux paramètres. Si j'ai des précipitations, des températures, je peux déjà faire mes petits calculs. La RFU, je peux, si j'ai des informations sur une carte de sol, par exemple, je peux un peu l'adapter à la région que j'étudie. Mais on se rend compte que si vous prenez 100 ou 125, ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement le calcul de l'eau utile. Par contre, au niveau répartition climatique, ça va montrer des choses relativement intéressantes. Alors, j'ai pris quelques exemples d'études qu'on a réalisées. Je prends l'exemple de Prague. Donc, vous voyez, notre latitude, climat continental.
l'exemple de Butembo, qui est une région montagneuse du Nord Kivu, et je prends deux exemples ici au niveau donc des Philippines. Alors, vous avez ici ce que je viens de vous montrer. Je ne sais pas, à un moment donné, j'avais mis les valeurs. C'est curieux, ça n'apparaît pas toujours. Non, je ne les retrouve pas pour tout ça. Donc, si je regarde ce qui se passe au niveau donc, de la Belgique, je vais faire un petit rappel. Voilà ici la Belgique. Donc, vous voyez, précipitation à peu près 850 mm par an. Et vous voyez que justement, cette eau utile, je me retrouve seulement à 200. Donc, j'ai 23% des précipitations que je considère comme de l'eau utile. Donc, de l'eau qui peut soit s'infiltrer, recharger la nappe aquifère, soit ruisseler. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans un schéma un peu différent. 850, oui, attention, on a droit à 200 mm d'eau, donc 200 litres par mètre carré par an, disponible, je dirais, pour l'homme, puisque les restes, ça a été pris par la végétation et c'est parti en évapotranspiration. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Belgique, donc 850. Vous voyez que l'évapotranspiration réelle, c'est 652 mm et l'eau utile, c'est 195 mm. Donc, j'ai 23% des précipitations donc, qui consistent en de l'eau utile. Alors, on a à un moment donné donc, fait différentes études et je vais, vous voyez ici, aller du côté de Prague. Alors, Prague, qu'est-ce que ça me... Voilà ce que ça donne. Donc, deux paramètres que j'obtiens facilement sur Internet, station météo à Prague, précipitation, température, et je fais donc mon petit calcul. Et j'ai ici donc les histogrammes bleus, c'est les précipitations. Vous voyez déjà qu'on a un schéma très différent de ce que nous avons en Belgique, puisque en Belgique et dans le nord de la France, on a des précipitations qui sont bien réparties de manière assez homogène avec 70 mm de précipitations par mois. Ici à Prague, vous voyez que c'est très hétérogène. On a un climat continental, il y pleut beaucoup moins et le régime des pluies est très différent puisqu'il pleut surtout en été et très peu en hiver. Donc, je lance mon petit calcul. Vous voyez les histogrammes jaunes qui me montrent les pluies efficaces, mais ce qui est plus embêtant, c'est les histogrammes verts qui me montrent l'eau utile. Donc, vous voyez qu'à partir d'avril jusqu'au mois de septembre, j'ai un excès d'évaporation par rapport aux précipitations. Je n'ai pas de pluie efficace. Les pluies efficaces recommencent en octobre. Qu'est-ce qu'elles font? Elles recherchent la RFU, qui a été fortement sollicitée pendant la période estivale. Et je me retrouve avec de l'eau utile seulement en janvier, en février et en mars. Et quelle est cette quantité d'eau utile? 40 mm. Donc, j'ai seulement 7% des précipitations que j'ai à ma disposition pour générer du ruissellement ou pour générer la recherche de mes nappes aquifères. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on a fait cette étude-là? C'était, si vous connaissez AB InBev, c'est le principal brasseur, je pense, connu donc à l'échelle, c'est une grosse compagnie donc brassicole à l'échelle internationale. Et dans les années 2000, ils ont racheté toute une série de petites brasseries locales. Et un des critères d'acquisition, c'était que la brasserie qu'ils achetaient devait être 100% indépendante en termes de ressources en eau. Comme c'est au moment où énormément de brasseries ont été rachetées, ils avaient un hydrogéologue qui était complètement débordé. Il nous avait demandé de lui préparer un dossier sur différents sites. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mobilisait l'équipe, on regardait des documents pour essayer de trouver des informations sur la géologie locale, et évidemment sur les conditions climatiques, et on a fait ces petits calculs. Et donc, on a quand même été un petit peu étonnés de voir que dans cette région, on avait seulement 38 litres par mètre carré disponibles pour le ruissellement et la recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une usine qui est au niveau d'une nappe aquifère, si l'usine est réellement indépendante en termes de ressources en eau, il faut être sûr que l'aquifère soit de bonne qualité. Il faut être sûr que l'aquifère ait une extension suffisante
et il faut être sûr que l'aquifère ne soit pas sollicité par toute une série d'autres industries en périphérie qui feraient en sorte qu'en allant pomper dans cette nappe aquifère, vu la faible potentialité de la recherche, on risque de la vider de manière extrêmement rapide. Et donc, on a été dans nos conclusions extrêmement prudents en disant, OK, le site, enfin, on a donné toutes les caractéristiques du site en disant, faites attention, pour nous, l'élément le plus, je dirais, négatif, c'est la faible quantité d'eau disponible pour la recherche. On a fait une étude tout à fait équivalente dans la région de Moscou, où là, c'était très clair, on a trouvé des articles de presse, etc., qui montraient que très clairement, c'était une catastrophe au niveau de la nappe aquifère qui était très largement surexploitée et dont le niveau diminuait d'année en année. On était dans des mêmes conditions, des baignoires qui sont bien remplies au départ de manière naturelle, mais si on se met à les solliciter, si vous n'avez plus aucun apport d'eau au niveau de ces baignoires, ben, très rapidement, vous les videz, vous surexploitez vos nappes aquifères et donc vous n'êtes évidemment pas dans un schéma de rentabilité et encore moins dans un schéma de développement durable. Donc voilà, vous voyez, très facile à faire et en quelques minutes, vous avez déjà compris plusieurs éléments. Je me déplace, je vais ici au niveau donc, de l'équateur, au niveau donc, du Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo. De nouveau, une région où il pleut relativement bien, 1400 mm par an, donc c'est pas mal, c'est des bonnes précipitations. Et pourtant, je vous rappelle, en Belgique, on est autour de 850 avec à peu près 200 mm d'eau utile. Malgré un régime de précipitation beaucoup plus important, vous voyez que l'eau utile est relativement faible. De nouveau, j'ai 7% des précipitations qui peuvent être utilisées pour le ruissellement ou pour la recherche des nappes aquifères. Alors, application, donc vous voyez ici la répartition. On a ce qu'on appelle la petite saison des pluies et la grande saison des pluies. Petite saison des pluies, il y a un petit peu de déficit, mais ce n'est pas grave, les plantes vont aller chercher ça dans la RFU. Et lors de la grande saison des pluies, vous voyez que c'est seulement en septembre, octobre et novembre que j'ai à ma disposition de l'eau en excès qui vont recharger les nappes aquifères. Alors, vous voyez de nouveau, dans un contexte, on aurait tendance à dire « Ah, il pleut beaucoup, donc je n'ai pas de souci ». Eh bien, si, en termes, donc effectivement, il pleut beaucoup, il y a très peu de soucis pour la végétation. Vous voyez que de temps en temps, quand j'ai un peu d'excès d'évaporation par rapport aux précipitations en janvier et février, par exemple, ce n'est pas grave, la végétation va aller chercher ce dont elle a besoin dans la RFU et donc le stress hydrique sera relativement peu important. On est dans une région qui est connue pour son agriculture, culture notamment de haricots, etc. Par contre, au niveau disponibilité en eau, c'est un peu plus différent, un peu plus difficile. On a par exemple ici des cours d'eau qui sont de petites dimensions, alors que si vous comparez à ce que vous avez l'habitude de rencontrer dans nos régions, le bassin versant est relativement grand. Donc, vous regardez, vous arrivez là-bas, préalablement, vous avez préparé votre mission, vous constatez qu'il y a un grand bassin versant. Et puis, quand vous arrivez, vous constatez que la rivière est sous-dimensionnée par rapport, je dirais, à votre échelle scientifique de grandeur de rivière. Autre exemple, voilà ici une petite source. Par rapport au bassin versant, on est étonné que cette petite source, le débit mesuré par rapport au bassin versant, on a l'impression que la source est minuscule, alors que d'après nos échelles habituelles, on devrait avoir un débit beaucoup plus important. Ça peut poser problème parce que cette petite source, elle était en tout cas sollicitée par un centre de santé et quelques centaines de mètres à l'aval, on construisait ici une pisciculture qui également voulait utiliser cette eau. Donc vous voyez déjà ici, on rentre dans des conflits d'intérêts tout simplement parce que la ressource en eau est limitée. Alors vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'elle est limitée alors que j'ai de bonnes précipitations. Mais il suffit de faire le calcul de l'eau utile et vous avez votre explication. Autre exemple, alors pour vous donner une petite anecdote, bien que je vois que le temps est déjà écoulé, on a ici, on travaillait pour des ONG donc, qui
construisait des petits réseaux de distribution d'eau. Première année, j'ai dit aux gens, ben, la première chose qu'on va faire, pendant un an, pendant le cycle saisonnier, on va mesurer le débit de la source pour voir comment elle fluctue. Ben, je peux vous dire que c'était extrêmement mal vu parce que les gens locaux ont dit, ah voilà encore une coopérative qui ne fait rien. Mais on a bien fait parce qu'il y a des sources qui se sont complètement taries, il y a des sources qui ont maintenu leur débit. Donc, je pense que c'était la bonne décision avant de faire des investissements importants, vu justement la faible quantité d'eau utile, de s'assurer donc de la permanence du débit de certaines sources. Dernier exemple, et je terminerai par là, les Philippines. Donc, on a ici deux îles qui sont très proches l'une de l'autre. Première île, je prends l'île qui est au nord, l'île de Negros. De nouveau, je fais mon petit calcul. Qu'est-ce que j'observe? Vous voyez une très forte hétérogénéité dans les précipitations. Une période, évidemment, saison des pluies, saison sèche, durant lequel j'ai un tout petit peu de stress hydrique. Vous voyez que l'évaporation est supérieure aux précipitations. De nouveau, il y a le stock d'eau utile, la RFU, qui est disponible pour compenser le déficit en eau. Donc, vous voyez qu'ici, pendant un mois, le mois de mars, j'ai un petit peu de pluie efficace qui vont remettre le stock à sa saturation. Puis, vous voyez que de janvier à novembre, de nouveau, j'ai énormément vu les précipitations. Vous voyez, on monte à 700 mm de précipitations en un mois. On a évidemment une eau utile en très grande quantité. Deux conclusions par rapport à ce petit schéma simple. Si on me demande de surexploiter l'aquifère pour faire de l'irrigation pendant les périodes sèches, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faudra faire attention avec les intrusions d'eau salée, mais vous voyez qu'il y a un très large potentiel par rapport à l'eau utile qui va recharger suffisamment mes aquifères pendant la saison des pluies. Vous voyez, 68% des précipitations sont constituées d'eau utile pendant une seule saison. Deuxième élément important, si vous regardez un peu la végétation de la région, ben vous voyez ici le type évidemment de végétation. Quelle est la végétation qui peut très bien s'accommoder d'une période de sécheresse à un moment donné et d'avoir les pieds dans l'eau à un autre moment? Ben, c'est bien évidemment la canne à sucre. Donc, ce n'est pas étonnant que quand vous êtes dans cette région et que vous observez l'environnement, vous ayez ce type de culture. Je me déplace de 200 km au sud, j'arrive dans l'île de Mindanao. Là, vous voyez, il pleut bien, 5000 mm d'eau par an, 57% donc d'eau utile. Et vous voyez que dans cette région, on a quasiment toujours les précipitations qui sont excédentaires par rapport donc à l'évapotranspiration. Voilà ce que ça donne le paysage sur place. Vous avez aussi compris, vous faites le lien entre votre observation et votre petit calcul relativement simple. En fait, la rivière, elle est localisée ici. On voit les bords, les berges avec la végétation. On est dans des zones de culture complètement inondées pendant cette saison des pluies plus importantes. Ben, vous avez compris que les cultures, ben forcément, ça va être du riz. Il n'y a rien de compliqué, mais avec le petit calcul du bilan, vous comprenez pourquoi on est dans ce schéma-là. Et au niveau des populations locales, ben, elles se sont parfaitement adaptées à la situation. Vous voyez que les maisons sont soit bâties sur piloris, soit bâties sur des gros troncs d'arbres qui vont flotter au fur et à mesure donc, de l'élévation du niveau donc, de la rivière pendant les périodes d'inondation. Donc voilà, principal message de mon petit exposé, ben, c'est que les précipitations sont évidemment la seule source d'alimentation au niveau de bassin versant, mais que c'est d'abord la nature qui va se servir grâce à l'évapotranspiration principalement des plantes. Et bien évidemment, ben, nous, en tant qu'homo sapiens, on va juste bénéficier de ce qui reste. Donc, ce qui reste, c'est ce que j'ai appelé, dans le cadre de mon exposé, donc l'eau utile. Alors, comme le titre de mon exposé fait quand même référence au changement de conditions climatiques, qu'est-ce qui se passe notamment dans nos régions? On peut quand même commencer à sentir ce changement climatique dans le fait qu'on a de plus en plus la présence donc d'eau utile qui arrive tardivement. Quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, j'avais fait des études statistiques pour
nappe aquifère donc dans la région de SB, ben, je pouvais vous dire qu'à ce moment-là, systématiquement en novembre, la nature, on disposait d'eau utile. Donc novembre, j'avais déjà un petit histogramme vert. On se rend compte qu'avec le changement climatique, l'eau utile apparaît beaucoup plus tardivement, notamment parce qu'en automne, les automnes sont de plus en plus chauds et donc j'augmente évidemment l'évaporation. Et également, on a des mois d'avril qui deviennent de plus en plus chauds et donc l'eau utile est généralement disparaît de plus en plus tôt. Autrement dit, le changement climatique dans nos régions fait que la période d'eau utile a tendance à se restreindre sur un laps de temps donc, qui s'étale de décembre à mars. Et ça aussi, ça peut, à long terme, évidemment, limiter la recherche des aquifères et donc limiter les potentialités d'exploitation. Voilà, je termine mon exposé ici. Alors, vous voyez qu'on n'a pas fini d'aborder le problème, puisque je vous ai dit, on aborde d'abord l'aspect quantité, ensuite on envisage l'aspect qualité. Et donc, jeudi, je vous donnerai quelques éléments sur l'aspect qualitatif donc, de l'exploitation, notamment de l'exploitation des eaux souterraines. Je ne sais pas si je vois que le temps, j'ai déjà dépassé un petit peu le temps, mais je reste bien évidemment à votre disposition pour n'importe quelle question. François, est-ce qu'on a le temps pour une question? Oui, je pense qu'on a le temps. Oui, suite à votre remarque là sur la temporalité, suite au changement climatique des pluies, qu'en pensez-vous de rainwater harvesting, la captation de pluie comme méthode d'adaptation? Parce que c'est affecté aussi par l'évapotranspiration si les températures sont élevées. Je me suis dit, en quelle manière considérez-vous que ça peut être une forme d'adaptation afin de ensuite répartir cette masse d'eau mieux dans le temps? Tout dépend selon quelle manière vous voulez effectivement stocker cette eau. On peut la stocker artificiellement dans des réservoirs, mais on restera toujours fortement limité par les volumes et par le coût. Il est évident qu'une des solutions, c'est de favoriser l'infiltration. Donc, moi, mon schéma, il me semble qu'il peut rester applicable. Donc, j'ai de l'eau utile. Je vous ai dit, dans l'eau utile, il y a une certaine quantité d'eau qui ruisselle, une certaine quantité d'eau qui s'infiltre. On peut intervenir effectivement de manière anthropique pour limiter le ruissellement. Et cette eau qui ne va pas ruisseler, on peut évidemment la capter et faire ce qu'on appelle des recherches artificielles d'aquifères. Ça, c'est une solution qui, à mon avis, sera la solution dans l'avenir si on va vers des schémas climatiques où on va devoir utiliser de plus en plus d'eau, notamment pour l'irrigation. Il faut savoir qu'en Belgique, jusqu'à présent, et je pense ça se développe de plus en plus, mais jusqu'à présent, au cours de ma carrière, quand je donne ce cours d'hydrogéologie, je dis aux étudiants, ne vous tracassez pas, on est relativement bien, je dirais, fourni en réserve d'eau au niveau belge. Mon raisonnement, je commence petit à petit à le changer, comme je viens de vous expliquer, parce que la période de utile se restreint de plus en plus. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est justement le jour où on va solliciter les nappes aquifères pour de l'irrigation. À ce moment-là, le schéma va être complètement différent parce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai dit, quand je tire ma chasse, je ne consomme pas d'eau, mais l'irrigation, elle consomme l'eau puisque la goutte d'eau que vous allez mettre sur votre champ, elle disparaît, elle repart dans l'atmosphère. Donc le jour où on va se mettre à devoir, et de plus en plus ça se développe en Belgique comme ça se développe en France, on a commencé en Belgique par les légumineuses, maintenant on se rend compte que des champs de maïs, etc., commencent à être irrigués, et à ce moment-là, on va très très vite tomber dans un schéma de surexploitation de nappes aquifères qu'on ne pourra compenser que par des méthodes de recherche artificielle de nappes aquifères. Merci. Voilà. Charlotte, tu avais peut-être une question ou je la pose peut-être directement? Je la pose alors. Donc, il y a Charlotte qui demandait comment on calcule ou comment on peut estimer l'étendue d'un bassin versant, en fait. Je dirais ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. On peut utiliser, par
par exemple, des modèles numériques de terrain. Donc ça, c'est, je dirais, les méthodes modernes. Hein. Et un bassin versant, c'est quoi? Ben, vous prenez une carte topographique. Hein, donc ici, c'est une photo qu'on appelle satellite, qu'on appelle une photo LIDAR. Et on va simplement, donc par rapport, le bassin versant va se définir d'abord par rapport à ce qu'on veut étudier. Hein. Je vous ai montré au début le bassin de la Meuse. Donc, comme j'ai besoin d'un paramètre donc, pour mon bilan du débit d'une rivière, donc je vais installer une station de jaugeage et le bassin versant va être défini par rapport à la position de cette station de jaugeage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement suivre le contour de la crête topographique. Vous voyez, j'ai ici une crête topographique. Ça veut dire quoi une crête topographique? Vous voyez ici en bleu, c'est le réseau hydrographique. Ben, si la goutte d'eau tombe ici au nord du trait rouge, qui est la limite de mon bassin versant, la goutte d'eau va s'écouler vers le bassin, le réseau hydrographique qui est au nord. Si la goutte d'eau tombe au sud de la ligne rouge, elle va s'écouler et ruisseler en direction du réseau hydrographique donc, qui est intégré et qui alimente ma station de jaugeage. Donc un bassin versant est tout simplement délimité sur base d'un critère topographique qui est simplement la crête de partage entre deux zones de réseau hydrographique. Alors ça, c'est donc le réseau hydrographique, le bassin versant. Il faut faire attention, souvent on doit parfois différencier un bassin versant d'un bassin hydrogéologique, parce que je pourrais très bien avoir des formations géologiques qui vont m'apporter de l'eau via le réseau souterrain, via la nappe aquifère, et à ce moment-là, je vais devoir différencier un réseau hydrographique d'un réseau hydrogéologique. Donc, par exemple, dans le cadre de ce bassin versant, si j'ai de l'eau qui rentre, parce que les conditions géologiques le permettent et qui viennent alimenter, vous voyez, les cours d'eau qui sont à l'intérieur, comment est-ce que je vais définir qu'effectivement j'ai une différence entre mon bassin hydrographique et mon bassin hydrogéologique? Tout simplement parce que ma rivière va évacuer trop d'eau. Je vais avoir un excès d'écoulement. L'excès d'écoulement sera expliqué par le fait que le bassin hydrogéologique, donc la zone aquifère qui alimente mes cours d'eau, déborde mon bassin hydrographique. Pardon. Donc ça, c'est surtout par le calcul du bilan, le terme de fermeture, si le terme de fermeture est égal à 0, je peux supposer que le bassin hydrographique, donc uniquement les eaux de ruissellement, correspond à la zone d'alimentation de mes eaux souterraines et donc mon bassin hydrographique sera équivalent au bassin hydrogéologique. Là, si je reprends ici le petit schéma, on voit que les eaux souterraines quittent le bassin versant. Donc ici, je vais avoir une source qu'on appelle une résurgence parce que je suis en milieu karstique qui va débiter des quantités d'eau qui sont incroyables. Regardez ici le bassin versant, mais il est tout petit. Ici, on devine la petite dépression topographique. Si je fais les limites de cette dépression topographique, j'ai à peine 1 km². La source qui est alimentée par ce bassin versant débite des quantités d'eau qui sont largement supérieures à ce qui est apporté par les précipitations. Et quand je dis les précipitations, l'eau utile. Je vais avoir un excès d'écoulement, ce qui va me dire que le bassin qui alimente ces sources est aussi alimenté par des eaux souterraines qui viennent de l'extérieur. Et donc, en conséquence, le bassin ici, je vais avoir évidemment trop peu d'eau. Donc, ce qui va me dire que ce bassin hydrographique est trop étendu et qu'une partie des eaux souterraines file vers le bassin versant voisin. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications. S'il y a d'autres questions. Moi, ça me paraît très clair, oui. Je ne sais pas si on prend peut-être une dernière question, s'il y en a une. Sinon, on est déjà bien mangé sur l'heure suivante. Donc, si on a le temps encore pour une dernière petite question,
Je me demandais si finalement le bassin versant, pour continuer sur cette terminologie, c'est la bonne unité d'observation, dans la mesure où, là, si on reprend cette équation des précipitations et des différents postes auxquels l'eau va être allouée, entre guillemets, on voit que, par exemple, s'il y a de l'irrigation d'un bassin versant vers l'autre, alors cette eau qui est apportée de l'extérieur va alimenter l'évapotranspiration d'un autre bassin versant, etc. Donc, dans quelle mesure cette équation est à l'équilibre? Enfin, c'est un peu la question que je me posais sur la manière dont on va mesurer en fait chacun des termes Oui. de cette équation. Ouais. Alors, votre question est pertinente parce que, évidemment, je dirais de manière tout à fait rigoureuse, il faudrait travailler sur la notion de bassin hydrogéologique et non pas de bassin hydrographique. Le problème, c'est que le bassin hydrogéologique, on ne le connaît pas au départ, parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Pour le connaître de manière parfaite, il faudrait que je connaisse en détail le niveau d'eau dans l'aquifère, parce que le niveau d'eau va me permettre d'expliquer comment les eaux souterraines s'écoulent, notamment pour alimenter les rivières. Et ça, c'est des informations que je n'ai pas. Donc, a priori, à défaut de cette information, je vais toujours commencer par travailler sur le bassin hydrographique. Et si mon terme de fermeture n'est pas égal à 0, à ce moment-là, je vais m'interroger. Est-ce que mon bassin hydrographique est plus grand ou plus petit que mon bassin d'alimentation, par exemple, de certaines sources? Alors, par rapport à votre question pour l'irrigation, effectivement, c'est un peu ce que j'ai expliqué précédemment. Non seulement les compagnies d'eau doivent évidemment quantifier la quantité d'eau qu'ils exportent à l'extérieur du bassin versant, mais si vous avez un cultivateur qui fait de l'irrigation, il va évidemment devoir aussi fournir les quantités d'eau, parce que vous comprenez bien que derrière, il y a des taxes, et les taxes intéressent évidemment les régions et l'État. Donc, il va également devoir fournir les quantités d'eau qu'il a prélevées. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand je tire ma chasse, je ne consomme pas d'eau. Donc, ça, c'est mon point de vue. Je dégrade l'eau. Mais il est bien évident que si dans votre bassin versant, tel que celui qui est ici, vous avez un cultivateur qui se met à faire de l'irrigation, à ce moment-là, vous allez devoir intégrer ces valeurs dans votre bilan, puisque cette eau qui va pomper dans la nappe aquifère, qui va utiliser pour irriguer ces champs, cette eau, elle va partir, elle va quitter le bassin versant parce qu'elle va s'évaporer. Donc, vous allez devoir quantifier effectivement cette valeur-là pour évidemment avoir un bilan suffisamment précis. Merci. Ok, mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et reprendre jeudi donc à 9h30. Vincent, un tout grand merci pour cette première séance. Et puis, j'espère que vous avez tous appris des choses. Et donc, oui, à jeudi prochain. Enfin, non, à ce jeudi-ci, pardon. À jeudi 15. Si jeudi, vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, aucun problème. Je suis là pour y répondre. Merci bien. Voilà. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Merci Au revoir à beaucoup. tous.